Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler Bonjour. du risque social. Donc, déjà, nous sommes ravis de pouvoir passer cet après-midi avec vous pour parler de ce sujet-là qui est très important. Peut-être comme ça, pour ceux qui sont dans le chat, pour être sûr que vous nous écoutez bien, comment vous avez connu ce webinaire? Comment vous avez connu l'AGES? Est-ce que vous pouvez répondre pour être sûr que vous entendez bien ce qu'on vous dit? Oui, Sylvie est en train de taper. Bonjour Sylvie. Ah, ben par LinkedIn. Donc, elle a eu une connaissance du webinaire par LinkedIn. Super. Est-ce qu'une personne d'autre? Agnès aussi, très bien. Effectivement, dans ce webinaire, vous allez pouvoir interagir avec nous essentiellement par le chat. Donc, Sylvie et Agnès sont déjà en train de commenter. Nous allons pouvoir dérouler avec Véronique le programme que nous avons prévu et vous pourrez nous interrompre à tout moment au niveau du chat pour me poser toutes les questions que vous avez en tête. C'est un sujet qui est passionnant et donc nous serons ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc effectivement, ce webinaire est organisé par l'AGES, qui est un organisme de formation qui a bientôt 40 ans, pardon. Donc nous sommes spécialisés sur plusieurs sujets, la finance, le risk management, la compliance, l'audit interne, le contrôle interne, pour les banques, les entreprises d'investissement et les organismes d'assurance. Et donc nous sommes ravis de pouvoir participer. Alors je suis ravie de voir que certaines personnes sont déjà aussi participants à nos formations à l'AGES. Donc merci beaucoup pour ça et merci pour ta fidélité. J'en profite aussi pour me présenter. Donc moi je suis Evelyne Niotué. Je suis en charge du pôle prudentiel et ESG, c'est-à-dire que je m'occupe des formations autour du périmètre BAL 3 et risk management et ESG pour les banques et les entreprises d'investissement. Et je serai donc votre modératrice au cours de cette après-midi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais relayer les différentes questions que vous allez poser dans le chat et avec Véronique, on va s'organiser pour vous répondre et je vais un peu animer les questions qui vont être posées tout au long de la journée. Je laisse Véronique se présenter aussi. Oui, merci Evelyne. Écoutez, enchantée, bienvenue à tous. Je vois que le nombre de participants monte. Donc Véronique Bresson, je suis experte ESG, donc j'ai à peu près plus de 20 ans d'expérience maintenant en finance, société de gestion. Donc je suis experte en finance durable et je suis intervenante pour les formations au sein de l'AFGES. Donc bienvenue à tous. Oui, merci beaucoup Véronique. Donc on va commencer et les autres participants vont se joindre. Peut-être en termes de modalités pratiques. Donc on est parti pour un parcours à peu près d'1 heure. On va finir entre 18h45 et 19h par là. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions pendant le webinaire et à la fin du webinaire, il y aura un replay qui sera envoyé automatiquement aux personnes qui se sont inscrites à la session. Donc même si et certains n'ont pas pu tout suivre, ils pourront toujours avoir accès aux informations après. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, aujourd'hui, on va parler du risque social. Dans le risque social, on va faire un panorama un peu des grands enjeux autour du risque social, c'est-à-dire la définition de ces risques-là, le cadre réglementaire, pourquoi c'est important pour nous, financiers, de gérer cette question de risque social et finalement, quelles seraient les méthodologies à suivre pour pouvoir déployer un dispositif d'évaluation de risque social et bien sûr avoir une connaissance sur l'impact sur la supply chain. Donc ça, c'est un peu notre agenda et donc ce sera surtout Véronique qui va répondre aux différentes questions que je vais poser et bien sûr relayer aussi les questions que vous aurez dans le chat. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à poser les questions au fil de l'eau et on prendra les questions au fil de l'eau. Alors, Véronique, pour cette question de risque social, le point, c'est qu'aujourd'hui, depuis qu'on parle de l'ESG, on se concentre beaucoup sur les questions environnementales, beaucoup sur les questions de carbone, d'empreinte carbone à réduire. Et pourtant, les risques sociaux sont aussi très importants. Ils recouvrent plusieurs dimensions, que ce soit les droits humains, les conditions de travail, l'inclusion, etc. Est-ce que tu peux nous donner une définition concrète de ce que c'est que le risque social et quel est le champ lexical finalement associé à ce risque-là?
Bien sûr. Donc, Evelyne, ce que je te propose, c'est tout de suite de switcher en fait sur cette première slide qu'on a préparée Oui, pour vous. Donc, les risques sociaux, dans le cadre ESG, ils englobent en fait toutes les problématiques qui sont liées aux individus et aux communautés affectées par l'activité d'une entreprise, d'une banque. Donc, la notion de risque, elle concerne bien sûr les impacts négatifs qu'une entreprise peut avoir sur l'ensemble de ses parties prenantes. Tous les mots en fait que vous avez ici d'affichés sur cette slide, en fait, ils ne sont pas limitatifs. Ce n'est qu'une infime partie des risques sociaux qui existent, mais il reste quand même des enjeux majeurs. Donc, ça génère du risque et forcément, tout est lié donc à des problématiques spécifiques. Donc, dans notre contexte d'aujourd'hui, il faut assurer bien sûr la gestion de ces risques afin de minimiser les risques qu'ils peuvent engendrer. Ce que je te propose, Evelyne, c'est de passer à la slide suivante, car le but, effectivement, c'est de trouver un moyen de les catégoriser. Donc là, on vous propose en fait 6 grandes dimensions, donc 6 grandes catégories. La première, ça va être les droits humains, les conditions de travail. Donc, on va retrouver ce que vous avez à l'écran, le respect des libertés fondamentales, la prévention du travail forcé, la lutte contre le travail des enfants. Donc, pour les conditions du travail, on aura tout ce qui est sécurité, bien-être des employés, respect des normes, équilibre vie professionnelle et personnelle. Enfin, la dernière partie, tout ce qui est liberté d'association et négociation collective. Donc, c'est des principes qui sont essentiels pour le droit des travailleurs, qui garantissent leur autonomie et leur capacité à défendre leurs intérêts. Attention, dans cette première partie, aux biais, surtout des biais pays, on va en reparler quand on parle de droits humains et de conditions de travail. Ce qui est considéré, par exemple, comme une condition de travail inacceptable dans un pays peut très bien être perçu différemment dans un autre. Tout ça, c'est en fonction des lois, des contextes socio-économiques du pays. Donc, quand on évalue un risque social dans une entreprise, notamment internationale, donc il est crucial de tenir compte de ces nuances qu'on peut avoir, culturelles, légales et socio-économiques. Donc, le but, on va dire, il faut tendre en tout cas, Evelyne, à appliquer, on va dire, et respecter des normes plutôt internationales. Le deuxième, on va dire, catégorie qu'on vous a mis donc, concerne l'inclusion et la diversité, donc tout ce qui est discrimination, égalité des chances, représentativité des minorités, par exemple. Ensuite, on a la santé, la sécurité. Donc là, attention encore à des biais pays. On peut vous donner un petit exemple juste sur la comptabilisation des accidents de travail, donc qui correspond, je crois, au premier exemple qu'on vous donne. On n'a pas du tout la même définition de qu'est-ce qu'un accident de travail en Inde ou en France, par exemple. Donc là, attention, en France, on est très, très protecteur. Peu importe la cause, la compensation, un accident de travail, il est reconnu à partir du moment où il y a un accident et il ne peut pas être remis en cause. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Inde, où forcément l'accident de travail n'a pas la même définition et va être qualifié en fonction de la compensation que la personne pourra toucher. Donc, attention toujours à bien prendre en compte des standards internationaux qui vont assurer une bonne définition commune à tous ces risques qui sont mentionnés. Ensuite, on a une partie relation avec parties prenantes. Donc là, on est au cœur du dialogue social et de la remontée des risques. Donc, quand on vous dit chaîne, pareil, juste un petit point de définition parce qu'on va y revenir sûrement sur cette chaîne de valeur. Tout ce qui est supply chain. Donc, c'est la chaîne qui est impliquée dans la production d'un service ou d'un bien, de la matière première au produit ou au service final. Donc, elle est souvent fragmentée, éclatée sur plusieurs pays, plusieurs secteurs. Donc, on parle de sous-traitants de rang 1, ce qu'on appelle le tiers 1, qui travaille directement et qui a contractualisé avec vous. Et ensuite, on a un ensemble de chaînes de sous-traitance. On peut aller comme ça jusqu'à un rang 6, par exemple, dans certains secteurs. Je pense au secteur de l'auto. Mais il n'y a pas de limite. On nous pose d'ailleurs souvent la question en formation avec Evelyne, est-ce qu'il y a une limite? Non, il n'y a pas de limite. Et pourquoi ça définit un risque? Parce que vous avez une chaîne de sous-traitance complexe. Donc, plus il est difficile de la contrôler. Donc, forcément, les risques augmentent. Après, on a une partie sur le développement du capital humain. Et enfin, tout ce qui est protection sociale, dernière partie où on peut trouver une catégorie. Là encore, qui dit protection sociale dit attention. Dans certains pays, ça n'existe pas. On n'a pas de retraite, on n'a pas de chômage, on n'a pas de couverture sociale. Donc, encore attention à catégoriser ces risques avec ces biais. Voilà, Evelyne, comment on peut mettre tous ces risques sociaux dans des catégories.
Ok, c'est très clair. Alors, comme je disais tout à l'heure, les risques climatiques sont largement pris en compte maintenant. On commence à vraiment intégrer ces notions-là, mais les dimensions sociales sont encore sous-évaluées. Pourquoi est-ce que on a dû absolument parler de ESG, intégrer le risque social dans la dimension ESG et sans se limiter uniquement aux questions environnementales? Alors, pourquoi? Très bonne question. Alors là, on vous a mis en fait comment dire, une slide sur la nécessité de l'intégrer. Pourquoi? Donc on a repris, je reprends tout simplement, je vais repartir de se prémunir des risques, puisqu'on en a parlé un petit peu en introduction. C'est quand même la nécessité première, c'est effectivement de se dérisquer. Hein. Ensuite, on ne peut pas ne pas prendre en compte le S hein, dans le SG, hein, ça fait partie d'un tout. Donc, si on veut avoir une stratégie durable, on est obligé en fait d'adresser ces risques sociaux. On est bien sûr soumis aux exigences réglementaires, hein, on va en parler plus tard, mais là, on a vraiment le paquet total sur les aspects sociaux. Et donc, on est obligé, entre guillemets, de répondre à ces exigences. On a aussi rajouté la nécessité, effectivement, d'engager avec ces parties prenantes, donc les stakeholders, hein, elles font partie hein, de cet assessment du risque social. Aujourd'hui, c'est l'analyse de double matérialité. Sans en fait engager un dialogue avec ces parties prenantes, on n'est pas en capacité hein, de faire remonter des risques. On a tout ce qui est communication responsable, hein, se poser la question de son impact dans la transition juste. On repense son modèle social et quand on établit une cartographie des risques, on est en mesure hein, de se poser des questions pour repenser son modèle social, assurer, donc on vous met la résilience durable hein, et dans le but clairement de pérenniser ses activités. Aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité d'intégrer le risque social. Alors, effectivement, quand on parle de risque social, parfois on a un peu l'impression que c'est une histoire de bons sentiments, que c'est parce que on veut avoir de l'éthique dans notre gestion des risques, que ça fait un peu bon enfant. Pourquoi est-ce que ce risque social n'est pas un risque bisounours, mais plutôt un risque important parce qu'il a un impact significatif sur nos risques financiers traditionnels que sont le risque de crédit, marché opérationnel, liquidité? Pourquoi absolument il faut s'en occuper en tant que financier? Alors, on peut le voir ici à travers cette slide, hein, parce qu'il va engendrer d'un effet domino, hein, clairement, sur une émergence des risques. Donc là, on a spécifiquement, là, en l'occurrence, c'est le risque bancaire, hein, on a les risques sociaux qui s'entraînent, donc on a le crédit, le marché, l'opérationnel, la liquidité. Donc on vous a mis des exemples, hein, par exemple sur le risque de crédit. Tout ce qui est grève, manifestation, protestation, par exemple, ça entraîne hein, une baisse d'activité économique. Et qui dit moins d'activité dit moins de revenus, hein, aussi pour les banques, ce qui peut rendre difficile forcément un remboursement de crédit. Donc ce ralentissement de l'économie, il peut par exemple déstabiliser le secteur du commerce, par exemple, ou du tourisme, hein, entraîner des pertes de chiffre d'affaires et forcément celles qui avaient des emprunts bancaires les plus en difficulté celles qui seront les plus en difficulté à rembourser et donc forcément qui dit défaut de remboursement dit in fine augmentation du risque de crédit pour les banques. Un autre exemple par exemple sur le risque de marché, le risque social il peut bien sûr entraîner ce risque de marché, c'est-à-dire une baisse de valeur des actifs financiers liés par exemple à des événements sociaux. Donc là, on vous met des exemples, hein, mais ça peut être une grève massive, des troubles, une instabilité politique hein, qui peut entraîner une perte de confiance, l'émergence par exemple d'une controverse hein, sociale avec un cours d'action qui va chuter en bourse, donc forcément une perte financière pour les actionnaires. On a eu des exemples sur certains secteurs hein, qui étaient très controversés, où on a eu certaines politiques d'exclusion des investisseurs qui ont forcément fait chuter, par exemple, certains titres d'entreprise. Donc voilà, ça clairement, ça va dans la case risque de marché. Ensuite, on a les risques opérationnels. Donc là, vous avez des exemples qui sont cités hein, dans la slide, mais ça pourrait être par exemple une défaillance hein, dans un processus interne, un système informatique. Aujourd'hui, on pense beaucoup à tout ce qui est risque cyber,
hein, qui peuvent venir perturber les activités, affecter l'efficacité d'une banque et forcément avoir un impact financier majeur. Enfin, on vous a mis, par exemple, le risque de liquidité, on vous a mentionné l'existence, enfin, en tout cas, des exemples de stress test hein, sur les liquidités qui pourraient très bien se faire tourner, par exemple, avec des retraits massifs de dépôts qui pourraient se produire si un grand nombre de clients décident simultanément hein, de retirer des fonds suite à, je ne sais pas moi, une défaillance d'un État ou une rumeur de faillite. Ça, on l'a déjà vu, hein, des exemples comme ça en Europe. Donc la banque, là, pourrait se retrouver dans une situation où elle n'a plus suffisamment de liquidité immédiate hein, pour satisfaire à toutes les demandes des clients. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, elle va devoir trouver hein, des liquidités rapidement, vendre des actifs ou emprunter sur le marché. Voilà, éventuellement, ça engendrerait une panique. Hein, donc là, c'est vraiment la définition de la panique bancaire. Donc, c'est un risque clairement de liquidité. Là, ce qu'on comprend effectivement, et j'espère qu'on est tous d'accord avec ça, c'est que clairement, ça fait partie du risk management que d'évaluer l'impact du risque social sur nos risques traditionnels. On nous demande régulièrement dans le cas des stress tests de regarder ce qu'on appelle les canaux de transmission du risque ESG sur les risques traditionnels, crédit, marché opérationnel. Mais en général, quand on fait cet exercice sur les canaux de transmission, on regarde beaucoup les risques environnementaux et on voit comment des événements sur le risque de transition ou le risque physique peuvent impacter notre chaîne de valeur et nos risques traditionnels. Mais on fait rarement l'exercice de le faire aussi sur le risque social. Et donc, effectivement, ce que présente Véronique, c'est bien de commencer à intuiter cette notion-là de cascade d'événements, domino effect, comme on dit, entre le risque physique et le risque social. Peut-être qu'on peut aussi continuer sur la dimension systémique un peu de ce risque-là. Oui, on peut parler aussi de tout ce qui va être impact sur la stabilité financière des banques, si tu veux, Evelyne. Tout à fait. Alors, on avait aussi une petite slide, voilà. Elle reprend quelque part quelques briques que je vous ai présentées précédemment, mais on rajoute tout ce qui est risque réputationnel. On va rajouter aussi risque de conformité. Et pour les enjeux sociaux, on va rajouter attraction et rétention des talents. Donc là, vraiment, on voit bien que ça a un impact. Donc, un exemple, par exemple, sur le risque réputationnel qu'on peut dire, l'exemple de confiance hein, des clients, des investisseurs. Hein. Vous avez une couverture, par exemple, médiatique négative, vous avez des poursuites judiciaires, vous avez reçu des amendes. Forcément, il y a cette perte de confiance hein, des clients qui pourraient tout simplement décider de transférer leur compte vers des établissements bancaires concurrentiels. Hein. Donc là, c'est ce qu'on appelle clairement la fuite des dépôts. Hein. Un autre exemple, dans un cadre d'une compétitivité, hein, là, on va aller chercher des critères sociaux comme rétention, attraction des talents. Imaginons que la banque n'offre pas de rémunération assez compétitive par rapport aux autres acteurs, ne propose pas de politique de bien-être, je ne sais pas moi, supprime par exemple le télétravail, donc en ce moment on en parle beaucoup. Donc forcément cet équilibre, il va être perçu comme une défaveur. Donc, ça va entraîner peut-être une difficulté à attirer des nouveaux talents et surtout à retenir hein, tout simplement ces employés en poste hein, qui vont quitter pour avoir des opportunités plus attrayantes. Donc, à terme, ça compromet clairement la stabilité financière car une banque qui ne peut pas être en mesure hein, de s'adapter aux nouvelles tendances du secteur se met à risque. Et donc là, on comprend bien que les risques sociaux sont divers. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte, à la fois sur les travailleurs de la chaîne de valeur, sur les travailleurs en propre, sur les questions des communautés affectées, sur les questions aussi sur finalement les clients finaux. On comprend que ces risques-là ont des impacts importants sur nos risques traditionnels. Donc c'est juste la base du risk management finalement de les prendre en compte, de les gérer. Et on a même évoqué déjà cette notion de stress test. Aujourd'hui, beaucoup de stress tests sont surtout sur du risque climatique et il faudrait qu'on commence à s'habituer à faire aussi des stress tests sur des risques sociaux. On reparlera de ça. Donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est de dire, OK, on a compris, on est convaincu qu'il va falloir intégrer ce risque-là. Maintenant, comment on évalue ces risques sociaux? Quelle est la méthodologie qu'on peut mettre en place pour pouvoir avoir un bon aperçu du risque social de notre activité, de notre chaîne de valeur? Alors, très bonne question. Donc, comment les évaluer? Alors là, on a essayé de faire une petite slide synthétique. Hein. Donc, première chose, hein, c'est identifier
d'abord les identifier, ces risques, hein, les cartographier, d'où ils proviennent, hein, quels sont les risques et les sources surtout de ce risque social. Est-ce que ça provient de l'interne? Est-ce que c'est au sein même de ma banque? Est-ce que ça provient de l'externe? Est-ce que ça impacte ma banque et comment? Via qui? Un fournisseur, un partenaire? Enfin, voilà, toute cette cartographie, elle est très, très importante, hein. Et quelle est aussi la base réglementaire et donc quel est mon risque de réputation? Il faut que j'identifie mes sources. Ensuite, je vais définir des indicateurs, hein, clés du risque social. Donc, ça peut être des KPI, mais des fois, on parle aussi de KRI. Alors, qui risque indicateur, hein, on voit aussi souvent ce terme-là qui apparaît. C'est mettre en place, hein, par rapport à des risques sociaux, en fait, une cartographie, hein. Donc, voilà, d'où proviennent, en fait, mes risques par rapport à ces sources. Ils vont remonter, hein, dans différentes chaînes et ils vont être qualifiés par rapport aux risques qu'ils vont entraîner. Ensuite, il faut se poser une méthode, hein. Donc là, créer une méthodologie d'évaluation de ces risques. Il faut s'assurer, hein, préalablement, bien sûr, de la bonne définition de chaque risque. Attention, hein, aux effets seuil, biais, périmètre, hein, et de quel secteur parle-t-on. Et donc là, on affine, entre guillemets, aussi par approche sectorielle. Et ensuite, il faut bien sûr intégrer ce risque social dans la définition globale, hein, de la gestion des risques, dans le cadre de gestion des risques. Donc, on met en place toute une gouvernance, hein, adaptée, avec un comité, hein, qui va bien sûr les gérer, des mécanismes de stress test qui doivent tourner sur ces risques sociaux, hein, et puis à ce moment-là, on sera en mesure aussi de répondre, hein, à l'exigence réglementaire. Voilà. Alors, c'est vraiment important d'avoir ce point-là en tête et on comprend vite que pour pouvoir dérouler cette méthodologie là présentée par Véronique, il va falloir vraiment récupérer énormément d'informations. On parle d'indicateurs à avoir. Donc, assez rapidement, la question notamment de la data, on a déjà eu à développer ce point-là dans un autre webinaire, va être crucial parce que comment faire pour pouvoir identifier clairement les sources de risque et mettre en place des indicateurs pertinents qu'on peut alimenter dans le temps, ça va être quelque chose, ça va être un challenge important, mais il faut qu'on mette le pied dans l'exercice, qu'on commence à se poser des questions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en viens à ma prochaine question, de dire que aujourd'hui, en fait, on a souvent beaucoup des banques qui sont en train de développer des méthodologies sur le risque climatique. Et on a l'impression qu'on est un peu dans des silos où on silote un peu le risque environnemental par rapport au risque social, par rapport au risque gouvernance, comme si ça peut se traiter en parallèle, alors qu'il y a une très grande complémentarité entre les risques et qu'à chaque fois, il faut toujours regarder dans une approche un peu globale, holistique, les interconnexions entre la dimension environnementale et sociale. Est-ce que peut-être tu peux développer ce point-là, la complémentarité importante entre les différents risques et d'éviter les silos dans le raisonnement? Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis un petit exemple ici sur cette slide, avec le titre de la nécessaire complémentarité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne peut pas voir le risque social seul, hein, et décorréler en fait des enjeux environnementaux et de gouvernance. Donc là, on vous a pris un exemple, hein, une actualité, par exemple en Guyane, hein, sur ce conflit par rapport à une centrale électrique, hein, sur des terres amérindiennes. Donc voilà, on a un vrai sujet, hein. À la base, c'est l'émergence d'un sujet environnemental qui devient un sujet social et qui est géré aussi par la gouvernance. Donc pour expliquer cela et cette complémentarité, ce que je vous propose, c'est cette carte mentale. Donc voilà, on voit bien que de toute façon, tous les risques qui sont imbriqués les uns dans les autres, hein. On n'a pas un risque environnemental à part à analyser, ni un risque social à part. On voit bien que de toute façon, tout s'imbrique. Donc on vous a mis en gras, par exemple, quelque chose qui est très facile à comprendre, hein. Sur le risque environnemental, donc là, on a des changements dans l'utilisation, hein, des terres qui peuvent produire des déséquilibres. Mais dans le risque social, forcément, la dégradation des ressources, en fait, engendre des conséquences économiques. Donc, on voit bien qu'on a cette imbrication qui est là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir l'un sans l'autre, et qu'on voit bien que la gouvernance, elle va quand même gérer un petit peu aussi, elle va venir gérer ces risques-là, et forcément, les décisions qui sont prises l'impactent à la fois le risque social et environnemental. Donc là, c'est un exemple, hein, on vous a fait une petite carte mentale sur la complémentarité de ces risques ESG pour ce cas-là, mais c'est valable bien sûr pour tous les cas.
Et donc, effectivement, au cœur de cette notion-là de la complémentarité entre les risques environnementaux, sociaux et gouvernance, on a cette notion de transition juste. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer que personne n'est laissé sur le carreau, personne n'est laissé de côté dans la transition. Vous imaginez bien que si la démarche de transition écologique et environnementale et économique finit par créer de nouvelles marginalisations de populations qui seraient finalement encore plus en difficulté qu'aujourd'hui, forcément que la dynamique ne prendra pas et on ne pourra pas atteindre ces objectifs-là. On n'est pas en train de déplacer le problème en suppondérant le E par rapport au S. Est-ce que peut-être on peut développer plus cette notion absolument fondamentale de la transition juste? Oui, alors on le développe souvent en formation, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler, hein. On a fait, voilà, on va passer sur la slide d'après, donc la transition juste, hein, donc en gros, les banques financent des initiatives pour la réorientation des emplois, des infrastructures, des entreprises vers des modèles plus durables. Donc on intègre les critères ESG dans les stratégies de financement et les banques encouragent les entreprises à adopter des pratiques durables. Mais il faut bien sûr continuer à réduire les impacts négatifs sociaux. Comme dit Evelyne, ça permet de garantir que personne ne soit laissé pour compte ni sur le côté. Donc si on prend notre exemple, effectivement, où on se base sur notre exemple en Guyane, donc on finance des projets de reconversion, on quitte effectivement une énergie sale pour une énergie propre, certes, mais on s'assure qu'effectivement on va former par exemple les anciens salariés qui bossaient eux sur des énergies moins propres. Pareil pour les critères sociaux dans les financements verts, s'il y a des financements des fonds verts qui sont créés comme les Green Bonds par exemple, on s'assure qu'effectivement les engagements de requalification des employés soient bien pris en compte dans le financement. Et ensuite, on a tout ce qui est dialogue avec parties prenantes, donc avec le besoin d'assurer la transition inclusive, d'anticiper les risques sociaux liés à ces changements. Donc là, dans cette slide, on vous a mis des définitions, bien sûr, de qu'est-ce qu'une transition juste. Donc voilà, il y a vraiment, on va dire, cette transition juste, elle permet en fait de gérer les risques sociaux et financiers liés à la reconversion des secteurs polluants. Et elle soutient cette croissance durable et inclusive. On voit beaucoup ce terme inclusif. Et c'est une question absolument fondamentale dans le sens que l'une des raisons pour lesquelles parfois les différents COP qu'on a eu sont finis finalement un peu avec un petit goût amer dans la bouche, c'est aussi parce que on n'a pas pu traiter clairement la question du financement de la transition et comment on va soutenir les populations fragilisées par la transition. Je prends par exemple le cas de la déforestation de l'Amazonie. Donc on s'inquiète du fait que l'Amazonie soit en cours de déforestation, mais en même temps elle est en train d'être déforestée parce que on va transformer des terres, des forêts en terres agricoles qui sont pour soutenir des producteurs locaux. Donc, si on veut les décourager à faire ce genre de pratiques qui sont délétères pour la biodiversité, il faut qu'en face, ils aient une compensation. Sinon, on peut pas demander à des populations qui sont encore en voie de développement de renoncer à se développer pour des questions de transition, alors que eux-mêmes, ils n'ont pas encore atteint le niveau minimum de développement. Donc, c'est pour ça que clairement, il y a une image aussi, on en avait parlé dans notre webinaire qui s'appelle l'économie du donut, de dire que voilà, il y a une partie de l'économie qui est liée, une partie de l'équation qui est liée aux critères environnementaux à respecter, les fameuses 9 limites planétaires qui sont importantes à suivre, mais il y a aussi un certain nombre de critères sociaux à respecter. Et si on n'arrive pas à conjuguer ces deux critères-là, notre développement ne pourra pas être durable, en ce sens que notre développement ne doit pas compromettre la pérennité des générations futures. Donc ça, c'est une notion de transition juste qui va aussi être importante quand on va évaluer notamment les plans de transition climatique, de savoir si on a intégré cette notion de transition juste dans le plan de transition. C'est aussi un critère pour savoir si le plan de transition climatique est crédible. Donc, gardez cette notion en tête parce qu'elle va être assez structurante. Et donc, finalement, quand on regarde tous ces éléments-là, on se dit, mais finalement, quel est le cadre réglementaire qui soutient ces exercices-là? Qu'est-ce qu'on s'appuie comme test réglementaire pour encadrer le risque social, Véronique? Oui, alors justement, Evelyne, on a préparé une slide parce que vous savez, ça fait l'actualité en ce moment avec la fameuse directive Omnibus, on ne parle que de ça. Donc voilà, là, on récapitule simplement le panorama des cadres internationaux et surtout européens. Donc on les a catégorisés, si je peux dire.
vous avez un premier paquet, hein, donc là, ça va concerner tout ce qui est normes et conventions internationales. Donc, on aura bien sûr la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, adoptée en 1948 par l'ONU. Ensuite, on aura tout ce qui est tout à droite, les pactes des Nations Unies, donc les pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, donc le PIDESC, mais on a aussi les pactes internationaux relatifs aux droits civiques et politiques. Au milieu, en haut, on retrouve bien sûr les conventions d'Organisation internationale du travail. On vous a mis les principaux numéros, hein, qu'on retrouve, donc le 29, travail forcé, 87, liberté syndicale, 98, droit d'organisation et de négociation collective, 138, 182 sur le travail des enfants, hein, il y en a une, je vous le rappelle, 138 c'est sur l'âge, hein, essentiellement, et 182 sur l'exploitation, hein, malheureusement, des enfants au travail. Et ensuite, la 190, c'est sur la violence et le harcèlement au travail. Ensuite, on a des cadres volontaires qui sont plutôt vus comme des normes de référence. Donc là, on a les principes directeurs de l'ONU, hein, sur les entreprises et les droits de l'homme. On a les guidelines de l'OCDE, hein, pour les entreprises, avec les principes de diligence raisonnable. On a aussi le principe du Pacte mondial des Nations Unies, hein, qui fixe 10 principes sur les droits humains et le travail. Et ensuite, on a les réglementations. Donc là, forcément, on a CSRD, on a CS3D, on a la SFDR, on a aussi la taxonomie sociale en projet. Hein. On a aussi, on ne l'a pas mis ici, mais le loi sur le devoir de vigilance, on va y revenir après. Donc, qu'est-ce que je peux vous rajouter par rapport à soi? Sur la directive Omnibus en ce moment, donc forcément, on a beaucoup d'actualités. Juste qu'il faut se souvenir, c'est que par rapport à la transposition, hein, CSRD, on a aujourd'hui en Europe 12 États qui ont transposé, dont la France. Donc la France a transposé, hein, aujourd'hui CSRD s'applique. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce qui sera peut-être détricoté, on va dire ça comme ça, le message, c'est quelle que soit, hein, la réglementation, le sujet de toute façon du risque social, il est là aujourd'hui, hein, et le discours sur le risque, il est porteur. Hein, et la réglementation, même si c'est une autoroute, hein, pour faire remonter les risques, c'est comme ça qu'on le voit, hein, de la chaîne de valeur, même si cette directive a la vocation quand même à couper, on va dire, les chemins, les vecteurs du risque, notamment sur l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Certes, c'est dommageable, mais c'est dommageable pour tout le monde. Hein. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, Evelyne, sur ces réglementations. Oui, peut-être effectivement qu'on peut compléter. Et d'ailleurs, je vous invite, hein, au niveau de en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions, donc on pourra répondre à toutes vos questions au fur et à mesure. Hein. Effectivement, ce qu'on peut dire, notamment sur la CSRD, c'est que la CSRD traite clairement ces questions-là de risque social. Hein. Donc, on a au moins 4 templates dédiés à ça. Celui sur les travailleurs en propre de l'entreprise, aussi celui sur les travailleurs de la chaîne de valeur, sur les communautés affectées, sur les utilisateurs finaux. Donc, on a ces 4 templates-là à remplir, notamment dans les ECRS. Mais ce qui est important à voir, c'est que dans la version actuelle qui est encore en vigueur de la CSRD, on a une logique d'aller un peu comprendre toute la chaîne de valeur de l'entreprise déclarante pour pouvoir bien comprendre quels pourraient être nos impacts, double matérialité, matérialité d'impact, mais aussi matérialité financière liée à l'exercice. Et éventuellement, effectivement, ce que prévoit la loi Omnibus, si jamais elle est adoptée, parce qu'elle est en cours de discussion, ce serait qu'on irait moins loin dans le détail de la chaîne de valeur, puisqu'on s'arrêterait finalement au niveau 1 de la chaîne de valeur pour savoir finalement quel est notre impact sur le social. Donc il y a des impacts par rapport à ce qui est prévu. Donc on attend toujours la version finale de ce document-là, mais ça va impacter effectivement potentiellement pas mal la CSRD, mais aussi celle sur le devoir de vigilance, puisqu'on nous demandait d'avoir des due diligence raisonnables sur l'ensemble de la chaîne de valeur tous les ans. Et là, on partirait sur les partenaires directs et c'est une fréquence de 5 ans, tous les 5 ans. Donc, ça pourra aussi avoir un impact sur la force à laquelle on va s'investir en fait sur ces questions sociales. Il n'empêche qu'effectivement, de toute façon, si jamais dans notre chaîne de valeur il y a un scandale social qui éclabousse nos clients, directement ou indirectement, on va être éclaboussé quand même. Donc
même si la loi nous demande de regarder tous les 5 ans, il serait de bon ton d'avoir une vigilance en propre beaucoup plus régulière, juste pour éviter notre risque de réputation qui ne tardera pas à devenir un risque de liquidité ou un risque financier. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir rester très, très vigilant et surtout ne pas tomber dans le malentendu de considérer que la loi Omnibus a tout cassé et que, si jamais elle a adopté, elle casse tout et qu'on n'est plus en devoir d'avoir une compréhension fine de notre chaîne de valeur, y compris celle de nos clients et leurs sous-traitants. Donc, je pense que c'est aussi important d'aborder sur ce point-là. Peut-être aussi qu'on peut reparler un peu plus de la taxonomie sociale. Un peu, est-ce qu'on peut développer davantage ce point-là aussi et l'impact avec la taxonomie environnementale qu'on a l'habitude de manipuler déjà? Oui, alors on avait fait pareil, donc j'ai préparé cette petite slide qui récapitule, entre guillemets, juste un exemple de quelle est la différence entre une taxonomie environnementale et une taxonomie sociale en projet. On le dit toujours. Donc là, on vous a mis 2 objectifs, 2 exemples de critères et le risque associé, donc greenwashing ou social washing. Et pareil, on aura toujours cette DNSH, ce Do Not Significant Harm, qui s'appliquera quoi qu'il arrive pour les 2, et les minimum safeguards. Donc, quoi qu'il arrive, est-ce que... Oui, je vais quand même rappeler, Evelyne, les DNSH. Donc, voilà, une activité, donc, elle est qualifiée durable, je le rappelle, si elle contribue donc substantiellement à un des 6 objectifs environnementaux, donc ça c'est pour la taxonomie environnementale, exemple atténuation du changement climatique, et ne nuit pas significativement, c'est le DNSH, aux autres objectifs. Et les minimum safeguards, donc là on s'assure que les entreprises alignent leurs pratiques sur tout ce qu'on a vu précédemment, les principes directeurs des Nations Unies, l'OCDE, les conventions de l'OIT, les chartes internationales des droits de l'homme. Le but, c'est qu'effectivement, on a une activité durable, mais on ne va pas pour autant détruire et engendrer du risque social. Donc, dans une logique, je crois qu'on a, voilà, dans une logique, entre guillemets, où on se met dans une taxonomie sociale. Donc, là, vous allez me dire quel est le lien justement avec les risques sociaux. Donc là, le lien clairement, c'est d'avoir une approche globale de la durabilité. Une entreprise qui essaye pleinement de s'aligner avec la taxonomie environnementale montre son engagement envers l'environnement. Le reporting sur les risques sociaux, lui, il assure que les impacts sociaux sont également pris en compte. Et là, on a les minimum safeguards que vous avez à l'écran. Donc, dans une taxonomie environnementale actuelle, forcément, on retrouve tout ce qui est droits de l'homme, droits des travailleurs. Mais pour une taxonomie sociale, on est en mesure de se poser la question. Donc, on vous a mis 3 questionnements. Est-ce qu'il y aura des garanties minimales environnementales? Donc là, on le voit bien, on transpose le projet. Il y a une espèce de réciprocité qui va s'opérer dans cette taxonomie sociale, où on va se poser, entre guillemets, des questions d'ordre environnemental par rapport à ça. Donc, c'est intéressant, en fait. Voilà. Donc, on vous a mis en fait certaines questions qu'on présente. Donc, Evelyne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Effectivement, parce que faut voir que le projet de taxonomie sociale, il est en cours. Il a une première version, un brouillon a été sorti en 2022 pour donner un peu les pistes sur lesquelles on va dire au niveau de la commission, ils avançaient. Ce projet a été mis en stand-by parce qu'à ce moment-là, le projet de taxonomie environnementale n'était pas encore abouti. Et comme on a dit qu'il y avait une très forte interconnexion entre les risques environnementaux et les risques sociaux, c'était compliqué de dérouler complètement une taxonomie environnementale une taxonomie sociale, lorsque la taxonomie environnementale n'était pas aboutie. Maintenant, on a une V1 de la taxonomie environnementale qui est plus ou moins aboutie, même si on est encore en train de la rechallenger. Donc là, on attend incessamment qu'ils reprennent sérieusement les travaux de la taxonomie sociale qui étaient déjà pas mal avancés. Et on voit là effectivement qu'au lieu d'avoir les 6 objectifs environnementaux comme dans la taxonomie environnementale, là on a plutôt 3 objectifs: le travail décent, le niveau adéquat de vie et aussi les communautés et les sociétés inclusives et durables. Donc ça, c'est les 3 grands axes en fait des objectifs sociaux. Et on va donc avoir finalement ce questionnement là. Et c'est pour ça d'ailleurs que comme a dit Véronique,
Véronique, il faut vraiment penser global, de manière holistique et certainement pas silotée. Et donc, le but de cette taxonomie sociale, finalement, c'est de donner une classification des activités qui seraient durables du point de vue social, en symétrique de la classification actuelle des activités qui sont durables du point de vue environnemental. Et clairement, cette question du DNSH va être structurante parce que on sait déjà que c'est très compliqué de faire le DNSH pour la taxonomie sociale, environnementale. Là, effectivement, ce sera encore plus compliqué s'il faut valider des critères sociaux comme c'est présupposé. Donc, effectivement, on est en forte attente de ce document-là. Pourquoi? Parce que, comme a dit Véronique dans le slide précédent, il y a cette question de social washing. Tous ces tests réglementaires sont là pour aussi lutter contre le greenwashing pour les critères environnementaux, le social washing. On a peur, en fait, que finalement, les entreprises déclarantes aient tendance un peu à embellir la mariée en présentant les critères sociaux de manière beaucoup trop positive par rapport à ce qu'il en est réellement. Et surtout, si on réduit nos engagements en termes de devoir de vigilance pour aller tout au fond de la chaîne de valeur pour comprendre ce qui se passe, comment on peut être sûr qu'on n'est pas en train de faire du social washing lorsqu'on déclare qu'on a un impact minimum sur la chaîne de valeur ou sur les communautés affectées ou sur les clients finaux. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose qui va être très compliqué à gérer en même temps. Donc, effectivement, nous sommes en forte attente par rapport à ce test de taxonomie sociale là, surtout dans un contexte où on pourrait réduire les engagements sur le devoir de vigilance. Donc ça c'est quelque chose qui va, donc on attend, c'est pour ça qu'on est aussi impatient de voir finalement ce qui va être abouti de la loi Omnibus, parce que effectivement on voit que même au niveau du Parlement aujourd'hui c'est très très tendu, il y a encore énormément de discussions, donc rien n'est acquis, rien n'est acté, et donc pour l'instant le test en vigueur reste toujours un test qui reste quand même encore exigeant, la loi Omnibus n'est pas encore adoptée. Alors, finalement, la question qu'on peut se poser, Véronique, c'est de dire, voilà, si on devait commencer à mesurer ces risques sociaux, si on devait mettre en place des KPI, des indicateurs, en fait, quelle est la piste qu'on pourrait suivre pour avoir des KPI qui soient consistants? Alors, les KPI, on y va. Alors là, on vous met effectivement une liste des KPI sociales. Donc tout simplement, ces KPI en fait sont issus des ESRS. Donc ce sont les normes de reporting européennes qui découlent de la CSRD. Donc on vous les a classés indirectement ici dans ce tableau. Donc forcément, à quoi elles servent? Elles vont viser tout simplement à harmoniser, à standardiser le reporting des entreprises, notamment sur les aspects sociaux. Donc là, il y a 4 aspects sociaux, S1, S2, S3, S4. Ils sont bien sûr obligatoires, ils constituent un socle. Ce qu'on peut dire, Evelyne, par rapport à ça, c'est que quel que soit votre secteur, alors on n'a pas de normes encore sectorielles. Souvent, on nous pose la question avec Evelyne, pour l'instant, les normes sectorielles n'ont pas été publiées. Est-ce qu'elles vont l'être? On ne sait pas. Mais si, entre guillemets, vous avez besoin de connaître effectivement les risques sociaux sur lesquels votre secteur est fortement exposé, on vous recommande en général en formation d'aller vous référer sur des référentiels connus. Je vois qu'il y a peut-être une question là-dessus, mais d'aller sur SASB par exemple, vous avez des cartes de matérialité par secteur avec des normes par secteur, et puis on peut affiner en fonction des sous-secteurs. Et donc ça va nous aider à percevoir ce qui est important en risque social à regarder et à prendre en compte. Donc là, je ne vais pas reprendre, Evelyne, tout ce qui est écrit, mais en gros, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. On va avoir les travailleurs de sa propre entreprise, ceux de la chaîne de valeur, les communautés affectées, et bien sûr, les consommateurs et les utilisateurs finaux. On a une question de Sophia. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les risques psychosociaux et les normes et standards à suivre? J'ai envie de dire, c'est finalement, c'est clairement ce qui est demandé par rapport aux travailleurs en propre de l'entreprise, en fait. C'est-à-dire que dans les éléments qu'on va regarder par rapport aux conditions de travail, donc c'est le premier finalement, le premier KPI là, si on tire les fils, on va retrouver les éléments sur les conditions de travail et notamment la prévention des risques psychosociaux. Donc ça fait partie des ECRS, notamment S1, qu'il faudra regarder.
Donc, n'hésitez pas. Donc, j'ai Seriki qui est en train de poser une question, mais je ne vois pas encore la question, donc j'attends. Et si jamais on n'a pas suffisamment répondu à la question de Sophia, n'hésitez pas à reformuler s'il y a besoin de reformuler davantage les questions. Effectivement, cette question des KPI est clé, hein, dans le sens que on a besoin de métriques, hein, c'est ce qui se mesure, qui s'améliore. Et de ce point de vue-là, la CSRD, puisque là, effectivement, les ECRS sont des templates en fait prévus dans la CSRD, est un très bon outil pour finalement avoir une liste d'indicateurs assez consistants à suivre de manière assez détaillée et même en entonnoir. Et c'est pour ça que parfois, quand on fait le process de la CSRD avec ses 1200 KPI et 1200 points de données, il y a un malentendu parce que, encore une fois, ce n'est pas qu'il faut reporter les 1200 points de données, c'est lorsqu'on a un impact matériel, que ce soit financier ou impact, qu'il faut pouvoir finalement reporter. Donc, à la fin, peut-être qu'on reportera qu'un dixième de tous ces indicateurs-là, mais au moins, on a la chance avec la CSRD d'avoir une batterie d'indicateurs assez consistante et complète pour pouvoir évaluer ce risque social-là. Donc, nous, on ne fait que recommander de s'approprier ces indicateurs-là. Ouais, tu fais bien de préciser, Evelyne, hein, c'est important parce qu'on a eu des petites annonces sur un nombre un peu fou, hein, quand même, des indicateurs à reporter. Oui, voilà. Il y a le champ des possibles qui atteint les 1200 indicateurs en comptant les indicateurs. Voilà, le champ, exactement. Mais ce n'est pas qu'on nous demande de reporter 1200 indicateurs. C'est uniquement lorsqu'on a fait notre analyse impact, risque, opportunité, qu'on estime qu'on a un impact matériel, qu'on va reporter sur le point précis de données correspondantes. Et donc, finalement, le KPI résiduel, peut-être qu'on en a que 300 à reporter sur l'ensemble de les 3 critères ESG. Donc, sur le social, peut-être une centaine, même peut-être moins. Donc, il faut vraiment qu'on soit très raisonnable là-dessus. Par contre, c'est une mine d'or en termes d'information sur une métrique qui n'était pas suffisamment mature au départ. Tout le monde dit qu'il faut faire du risque social, mais on n'a pas toujours des informations très claires sur ce qu'il faut faire. Et là, effectivement, les ECRS sont quand même une bonne mine d'or pour pouvoir dégrossir le sujet. Oui, donc alors Siriki a une question. Donc, où peut-on trouver l'INTES et ECAPRO dans ce cadre-là? Alors, ECAPRO, il faut peut-être préciser l'INTES. On a répondu à la question sur cette là. Ok, très bien. Bon, si on a répondu, bah c'est super. Effectivement. Si on continue nos questions, Véronique, finalement. On a parlé des KPI. Maintenant, quelles sont les mesures à prendre finalement? Quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir suivre ce risque-là et à l'avoir un peu de manière comparable entre différentes entreprises et secteurs? Si on devait aller dans ces mesures clés, là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place au niveau quoi? Gestion proactive? Oui, voilà, gestion proactive et aussi les différentes, même avant ça, les différentes mesures à prendre et après la gestion proactive. Oui, ce serait intéressant. Oui, comment intégrer finalement les risques sociaux? Alors, on peut effectivement, on peut passer sur ces slides de savoir comment en fait on va intégrer. Donc là, par rapport effectivement, on vous a mis tout dans ces slides. Moi, je vais vous la reprendre, mais tout simplement, donc là, on vous a mis 3 piliers. Par exemple, en sélectionnant vos investissements, tout simplement, vous choisissez de financer tel ou tel investissement. Vous allez vous baser sur ce qu'on a vu en matière de réglementation, normes internationales, OIT, Pacte mondial. Donc, vous allez vous assurer que ce que vous financez rentre bien, entre guillemets, dans une mouvance de dérisquer, de se dérisquer socialement. Vous pouvez vous baser sur des labels, des certifications qui existent. Donc, c'est toute la finance ESG. On a aussi tout l'ISR, le best in class. Donc, je ne vais pas revenir, parce que ça, c'est des formations chez nous d'1 à 2 journées sur tout ce qui existe en finance durable. Vous avez aussi des entreprises ou des banques qui choisissent d'avoir des politiques d'exclusion. Donc là, forcément, elle coupe le risque, elle décide de plutôt couper le risque de s'exposer, donc en fonction des controverses. Donc ça peut être des exclusions sectorielles, ça peut être des exclusions de société, ça peut être beaucoup de choses, des exclusions pays aussi, on peut avoir ça. Ensuite, vous avez effectivement, le but c'est de se contrôler, de regarder, donc tout ce qui est audit, tout ce qui est questionnaire, on va sonder, et on va contractualiser surtout. Avec son client, avec son fournisseur, avec la personne avec qui on est en contact. Et on va, entre guillemets, prendre des mesures au cas où, effectivement, on fasse un audit
et on s'aperçoit que, in fine, on a été un petit peu floué. On peut insérer des cas avec des clauses dans les contrats. Ça aussi, c'est quand même une bonne approche pour essayer quand même de contenir ce risque qui potentiellement peut toujours arriver. Et puis, on a toute la partie gouvernance, engagement actionnarial. Donc là, forcément, ça va passer quand on est actionnaire par les assemblées générales. On voit bien, c'est un canal qui permet quand même de faire passer les volontés des actionnaires. On peut rentrer tout simplement en direct, en dialogue, en engagement proche avec à la fois les conseils d'administration ou les comités exécutifs, donc les instances dirigeantes en général. On va dialoguer directement avec eux, on va faire passer des messages. Et puis effectivement, si on voit que les messages ont du mal à passer ou sont difficilement pris en compte, après on peut toujours rentrer en coalition avec d'autres actionnaires. Donc c'est un petit peu ce que fait ShareAction. On a mis des PRI qui met à disposition en fait des modules où on peut co-dialoguer à plusieurs pour porter un discours un peu plus fort, sans arriver forcément à la case activisme. Voilà. Et après, sinon, effectivement, il faut faire cette gestion très proactive là dont tu parlais, oui. Voilà. Donc là, pour répondre à ta deuxième question, Evelyne, donc sur la gestion proactive à mettre en place, donc là, on vous propose 3 parties, surveillance, mécanisme d'alerte, évaluation d'audit. Donc là, pareil, utiliser donc la notation, les outils de notation ESG aujourd'hui sont un peu indispensables, qu'ils soient en interne ou externe, j'ai envie de dire, ils sont quand même là aussi pour assurer une veille, la veille réglementaire, la veille de ce qui est dit. Donc là, on vous met analyser les rapports d'ONG, tout ce qui se dit de manière réglementaire, tout ce qui sort, l'actualité, donc il faut être au courant. Il faut engager aussi le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, parce que c'est elles qui vont nous faire remonter aussi du risque, clairement. Mettre en place des mécanismes d'alerte, ça fait partie aussi du devoir de vigilance, d'avoir ces mécanismes d'alerte, de protéger les lanceurs d'alerte, notamment, d'encourager les parties prenantes à tout simplement faire remonter les signaux. Et puis après, on a tout ce qui est audit. Alors, audit, plusieurs choses d'audit. Certes, on prévient quand on audite ou on ne prévient pas. Donc, c'est ce qu'on appelle les audits inopinés. Et tout ce qui est devoir de vigilance, la vigilance à mettre en place avec l'accompagnement derrière. Voilà, là, vous avez quand même un petit panel intéressant à garder en vue pour décrire cette gestion proactive à mettre en place. Tout à fait. Nous parlons de risque social, donc dès qu'on parle de risque social, on va nous parler de cadre de gestion de risque. Et ce cadre de gestion de risque implique des notions comme l'appétit au risque, de stress test, de l'ICAP, intégration des risques sociaux dans le dispositif d'évaluation de l'adéquation des fonds propres, de l'ILAP, l'adéquation de la liquidité. Alors, comment est-ce qu'on peut faire un cadre de gestion de risque social, comme on fait un cadre de gestion de risque de crédit ou de liquidité? Oui, alors ça c'est la slide qu'on a mis après. Donc là on vous met le cadre de gestion des risques, risque appétit framework, donc on aura l'ICAP, l'ILAP. On vous met des approches d'intégration des risques sociaux, focus sociaux. Donc aujourd'hui c'est vraiment le sujet et on vous met des exemples d'outils et d'indicateurs. Donc là, clairement, c'est par exemple, je ne sais pas si tu as une question pour moi, Evelyne, sur un exemple. Effectivement, c'est de savoir un peu quels sont les nouveaux indicateurs éventuellement de notre risk appetite framework qu'on pourrait mettre en place. Qu'est-ce qui sera, quels sont les points d'attention si on veut faire un ICAP, par exemple, en intégrant du risque social. Ce qui est très peu fait pour l'instant, puisqu'aujourd'hui, même quand on nous parle de stress test ESG, c'est surtout du stress test climatique qu'on fait et pas même du stress test environnemental. Donc là, on est en train de plaider pour élargir cette notion de stress test ESG aux 3 lettres et pas uniquement du climat. Pareil pour l'équation de la liquidité, qu'est-ce qu'il faut avoir un peu comme pince-bête en tête? Écoute, prenons l'exemple des stress tests. Moi, ça me plaît bien, effectivement, de faire tourner, d'apprendre à faire tourner des stress tests sur ces risques-là, parce que c'est vrai que c'est très focus changement climatique, environnement. Moi, je trouve ça très intéressant, justement, de faire tourner des stress tests sur des risques sociaux. Simulons une crise de liquidité, très intéressant. C'est l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Toutes les personnes se ruent sur les distributeurs pour retirer leurs fonds. Donc, c'est un stress test sur un critère social intéressant pour une banque à faire tourner. Quelle serait la pression immédiate sur les réserves, sur l'identité de la banque. Le but, effectivement, du stress test, ça serait d'évaluer les impacts
au préalable, bien sûr, de la survenance de l'événement. Donc, par exemple, ce stress test social sur les clients, effectivement, si les banques se retrouvent dans l'incapacité à satisfaire la demande, hein, donc on a une obligation de vente, par exemple, précipitée d'actifs, on a une crise de confiance, on a potentiellement l'intervention du régulateur, etc. On voit bien que ça a un impact hein, dans le cadre de gestion des risques des banques. Clairement, là, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, très peu de banques en fait font tourner ce type effectivement de stress test et pourtant ils sont très très intéressants. Et en plus, on a matériellement pas mal de choses. On a des pays hein, qui sont retrouvés dans des situations ou des banques qui sont retrouvées dans ces situations. Donc, on pourrait très bien utiliser les données hein, passées pour faire tourner ce type de stress test. Et c'est vraiment un appel qu'on lance aussi par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, dans la pratique, puisque je vois par exemple dans les indicateurs, on a mis des indicateurs au niveau du RAF de faire tourner des scores ESG. C'est vraiment important de bien garder en tête qu'on parle bien d'un score ESG et pas d'un score de vulnérabilité climatique, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de banques qui vont dérouler un score de vulnérabilité climatique. Donc, du coup, on va sélectionner les clients dans notre politique d'octroi de crédit ou dans notre politique d'investissement uniquement sur des critères climatiques, alors que comme on a dit, c'est interconnecté avec du social, des autres critères environnementaux. Donc, on risque d'avoir une approche biaisée du risque parce qu'on ne pourra pas faire une stratégie qui est que environnementalement bonne si derrière le social ne suit pas. C'est tous les enjeux de transition juste dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il faut vraiment, moi, on plaide ici pour un vrai score ESG où les 3 lettres sont prises en compte avec toutes les pondérations, parce que finalement, c'est comme ça qu'on a une appréciation juste du risque, parce qu'on peut parfois avoir un client qui, du point de vue environnemental, n'est pas extraordinaire, hein, mais par contre, du point de vue social, est important à garder en bilan quand même, parce qu'il joue un rôle social par rapport aux communautés affectées, par rapport aux clients finaux, et qu'il est donc pertinent de les garder quand même en bilan. Donc, notre stratégie et même notre transition, elle devra bien couvrir les 3 aspects et non pas uniquement une subpondération du risque climatique. Donc, encore une fois, on plaide pour la réintégration du risque social dans la démarche. Autre chose aussi qui est très important à avoir en tête, c'est que, comme on a dit, les stress tests aujourd'hui sont que des stress tests climatiques. La majorité des stress tests qui ont été simulés par les superviseurs sont surtout des stress tests climatiques, alors qu'il faut qu'on commence à s'habituer à avoir des stress tests aussi sociaux, et avec le point d'attention que les stress tests sociaux amplifient le risque environnemental. Parce que vous imaginez bien, par exemple, quand on va faire un stress test du risque physique, une catastrophe naturelle qui va entraîner, par exemple, des risques de crédit importants, on imagine bien que l'histoire ne va pas s'arrêter à la tempête qui a tout rasé sur son passage. Derrière, il y aura des drames sociaux, il y aura des populations qui seront déplacées, et tout ça, et ça va aussi amplifier la récession économique, le fameux environmental downturn dont parle souvent le BA. Donc, on va avoir une amplification finalement de la sévérité des chocs climatiques par l'aspect social. Parce qu'on aura des populations impactées, des populations qui seraient déclassées parce qu'elles ne pourront plus faire face à leurs besoins de base. Et donc, derrière, ça va entraîner de la crise économique, incapacité à honorer les paiements de crédit, par exemple, ou même du risque de liquidité. Et donc, aujourd'hui, le risque qu'on a, c'est de sous-estimer nos stress tests climatiques en n'incluant pas à la dimension sociale, notamment dans le risque physique. Mais c'est aussi le cas pour le risque de transition, parce que si on imagine qu'on va mettre en place des lois de transition qui vont faire en sorte que les entreprises très fossiles vont être impactées négativement et on va avoir du mal à pouvoir générer suffisamment de chiffre d'affaires, on imagine bien que ces entreprises-là sont des employeurs et donc on aura des populations qui seront peut-être au chômage suite au fait que leur entreprise ne pourra plus être capable d'employer tout ce monde-là, etc. Donc ça crée du risque social et derrière ça crée du déclassement, ça entraîne du défaut de crédit, ça entraîne du risque de liquidité. Donc aujourd'hui, en silotant le raisonnement, on sous-estime nos stress tests climatiques et donc en fait, on plaide ici pour la réhabilitation du risque social et une manière holistique de prendre le stress test ESG et pas du stress test climatique, par exemple. Donc ça c'est un point qui est important à voir. Et donc du coup, ça change complètement la sévérité des chocs qu'on est en train de simuler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a la CRD6 et même les guidelines de l'EBA qui sont sortis en début d'année, qui nous demandent d'intégrer l'ESG dans l'ICAP, dans l'ILAP. Très bien, mais on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de stress test climatique ou on parle de stress test ESG? Donc ça va être très important d'être vigilant sur ce qu'on est en train de faire.
Et finalement, on a envie de dire, au niveau de la supply chain, la chaîne de valeur, comment est-ce qu'on intègre ces risques-là? Quels sont les points de vigilance à avoir? Quels sont les risques majeurs à surveiller? Si on devait aller un peu plus loin, même si on a bien compris que la loi Omnibus a tendance à vouloir nous freiner un peu sur l'analyse de la chaîne de valeur, ça semble quand même un peu incontournable d'aller sur cette supply chain-là. Comment on fait pour aborder ce sujet? Alors, ce qu'on peut dire, Evelyne, par rapport à ce sujet, hein, donc là, on a mis une petite slide. Hein, donc l'infographie, elle est tirée en fait d'un cabinet hein, que je trouve assez intéressante, qui s'est penché hein, sur le baromètre des risques hein, de la supply chain. Donc là, vous avez quelques risques majeurs hein, qui sont notés donc sur la partie gauche hein, de la slide: conditions de travail, discrimination, atteinte des droits humains, impacts sociaux. Donc ça, c'est assez intéressant. Le but, c'est de pouvoir les cartographier. Hein, et d'ailleurs, donc il y a des organismes hein, qui proposent des cartographies hein, des risques. Le but, c'est effectivement de bien comprendre où se matérialise ce risque, dans quel niveau de la chaîne de valeur. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est que effectivement, on contractualise avec on va dire son sous-traitant de rang 1, mais on ne contractualise pas du tout avec son sous-traitant de rang 2. Donc en fait, on a entre guillemets ce maillon qui nous échappe. On a donc cette coupure qui fait qu'aujourd'hui, le risque ne remonte pas. Donc le but, hein, dans la cartographie, dans cette cartographie, c'est d'essayer de faire remonter du risque. Hein. Et c'est ça qui est le plus compliqué dans la chaîne d'approvisionnement, surtout quand elle est mondiale. On l'a vu sur des pays qui sont multiples, avec des enjeux différents, des définitions différentes. Hein, on n'a pas du tout la même quantification, par exemple, d'un risque sur le travail des enfants, hein, qu'on se trouve dans un pays comme le Bangladesh, la Chine, les États-Unis, la France. On n'a plus du tout les mêmes valeurs. Il va pourtant falloir hein, cartographier des risques par rapport à ce sujet-là, surtout si on sait qu'on y est exposé, et faire remonter le risque. Donc là, on voit que c'est compliqué. Mais c'est essentiel. Hein. Je rappelle juste que la directive, ce qu'on nous pose souvent la question, hein, la directive Omnibus, en fait, n'efface pas hein, le devoir de vigilance foncier hein, par rapport à la loi Potier, qui s'applique toujours. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Evelyne, par rapport à ça? Oui, effectivement. Ça répond à ta question. Oui, c'est-à-dire qu'il faut absolument que on ne renonce pas à la compréhension fine de notre chaîne de valeur. Ça, je pense que ça va être incontournable. Sinon, on ne verra pas. Parce que forcément, en plus, si on est dans un écosystème très européen, on va dire, voilà, il y a quand même déjà un minimum de socle sur les droits de l'homme, etc., qui est en place. Donc, ça peut nous donner un peu des œillères sur le vrai risque social lié à nos activités confinantes. Donc, il faut qu'on aille quand même chercher, par exemple, si on voit, par exemple, quand on parlait des complémentarités entre le risque ESG, le risque environnemental, le risque social. Là, aujourd'hui, on est sur une mouvance où on pouffe beaucoup l'électrique avec les panneaux solaires, les batteries électriques, etc. Mais ce qu'on oublie quand même, c'est que pour pouvoir faire des batteries électriques, on a besoin de minerais qui sont parfois extraits dans des conditions très controversées avec le travail des enfants, etc. Si on se limite uniquement sur le partenaire direct, on ne verra pas le côté potentiellement délétère de ce qu'on est en train de financer parce qu'il faut aller jusqu'aux mines au Congo pour se rendre compte que ça se passe de manière pas tout à fait extraordinaire. Donc, nous, on ne pourra pas renoncer si on veut vraiment gérer du risque social, notamment dès lors qu'on sort des collaborateurs qu'on a en propre et qu'on veut savoir ce qui se passe sur la chaîne de valeur et sur les communautés affectées et sur les clients finaux, on ne pourra pas renoncer à aller avoir une compréhension fine de notre chaîne de valeur. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra investir. Mais derrière, ça veut dire, ce sont des questions de données à récupérer. Donc, la question de la data est encore cruciale et une question aussi d'investissement, jusqu'où on va et jusqu'où on arrête le curseur. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu par rapport à tout ça. On a une question de Sophia, donc qui dit, je pense avoir un peu compris le cadre théorique de ces risques, mais comment se présente en pratique une mission ESG axée sur le risque social? On comprend que c'est quelque chose qui est déjà structuré. Où est-ce qu'on trouve la documentation, les critères? Alors effectivement, les critères, nous on a présenté notamment les ECRS de la CSRD est une bonne mine d'or pour avoir plein d'indicateurs ESG à prendre en compte et c'est assez structurant. Il y a aussi quand même si le projet de taxonomie sociale est encore en cours, il
il est quand même déjà relativement abouti. Donc, ça donne une bonne vision des choses qu'il va falloir mettre en place. Et après, il y a bien sûr les fondamentaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, les principes des droits de l'homme de l'ONU. En fait, c'est le slide que a présenté Véronique tout à l'heure. Si peut-être on peut revenir sur ce slide-là, sur le slide avec le panorama réglementaire. Dans chacun de ces slides, de ces tests qui sont là, on a des éléments sur le social. Dans la SFDR aussi, pour la classification des fonds selon leur taux de durabilité, le niveau de durabilité, parle aussi de social, mais c'est vrai qu'ils vont pas très très loin dans les critères. Il y a quand même des PAI, des Principal Adverse Impact, donc c'est des indicateurs qu'on doit analyser et calculer, qui sont un peu l'équivalent du Do Not Significantly Harm dont on a parlé tout à l'heure, sur lesquels on doit s'assurer que notre investissement n'a pas un impact trop négatif sur les PAI. Donc tous les tests là qu'on a présentés ont une dimension sociale, donc c'est une bonne base de travail pour pouvoir construire une grille d'analyse. Sachant que voilà, la CSRD déjà elle est pas mal de ce point de vue-là. Je ne sais pas si on a répondu à la question de Sophia ou s'il y a besoin Evelyne, de... ce qu'on peut rajouter pour la question, pour un complément de réponse pour Sophia, on peut partir directement puisqu'on a encore, on se dépêche, on est en train de dépasser. On peut repartir sur cette slide-là. Peut-être qu'elle va aider cette personne un petit peu à comprendre quand on fait une mission ESG et qu'on axe sur les risques sociaux, un petit peu ce qu'on va regarder et quels sont les axes à prendre. Je te propose ça, Evelyne, mais par exemple, voilà. Et donc là, peut-être ça va vous aider à mieux comprendre, à identifier les risques majeurs par rapport à ce que vous faites, quelle est votre activité. Donc, si vous êtes une banque, donc, par exemple, ou pas. Et donc, voilà, on a effectivement le coin fournisseur, on a le coin l'audit, on a le coin transparence, on a tout ce qui est due diligence, donc la vigilance à mettre en place. Et bien sûr, on a l'intégration des parties prenantes. Ça peut peut-être vous donner un petit cadre pour commencer à gérer les risques, à les cartographier. Et on peut déjà être sûr du fait que si on n'intègre pas le risque social, il faut savoir que toutes les estimations climatiques qu'on fait aujourd'hui sont minimisées. Il faut être conscient de ça parce que il y a un effet domino du risque social sur le risque environnemental. Et donc, c'est aussi sur ça qu'il faut qu'on sensibilise tout le monde par rapport à l'appréciation de ce risque-là. Et c'est pour ça que c'est tout à fait pertinent de parler de SG et pas que du risque environnemental et certainement pas que du risque climatique. Donc ça c'est aussi vraiment un point important à avoir en tête dans l'analyse en fait. Ah d'accord. Ah oui, voilà, les slides s'affichent un petit. Alors effectivement, on pourra, je pense, on pourra demander, vous pourrez recontacter donc les équipes de l'AGES pour récupérer le support. Oui, si vous voulez les supports. Ouais. N'hésitez pas à envoyer un mail, effectivement. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on a voulu vous faire un panorama et c'est vrai que c'est peut-être un peu petit, d'accord. J'admets. En tout cas, merci beaucoup. On est presque à la fin de notre webinaire. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être à poser sur ce risque-là par rapport à ce qu'on a abordé avant qu'on ne puisse conclure? Est-ce qu'il y a des points qui restent un peu en suspens? N'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est l'occasion. Il y a une autre question. Donc, si on veut approfondir tout ça, alors nous, on a des formations, effectivement, à l'AGES, on a des formations, et ça tombe bien parce qu'on a des formations sur la taxonomie sociale, donc on prend une journée pour détailler la taxonomie sociale. On a des formations sur la CSRD aussi, une journée là-dessus, donc on a une formation sur la SFDR et on a une formation sur le devoir de vigilance. Donc, voilà, on a plusieurs sessions, donc n'hésitez pas à nous contacter pour si vous avez même besoin d'un parcours spécial social, on peut vous le construire. En tout cas, c'était un plaisir. On rappelle juste que voilà, nous on s'est lancé un peu ce défi-là de cette année de fournir plusieurs webinaires sur les critères, sur les sujets ESG, mais pas que. On va aussi parler de CRM, on va parler de DORA, on va parler de cyber-résilience, etc. Donc voilà un peu le calendrier des webinaires qui sont prévus. Donc on va continuer à vous alimenter par rapport à ça. En tout cas, un grand merci. Peut-être Véronique veut dire un mot aussi pour conclure. Oui, merci à vous. En tout cas, vous avez été nombreux. Vous retrouverez de toute façon la vidéo et n'hésitez pas à nous envoyer un email pour avoir la présentation directement à l'AGES. Et voilà, on sera ravis de
de repartager ou de vous revoir en formation, hein, Evelyne. Voilà, c'était un plaisir et à très bientôt. Alors, j'ai une question d'Émilie, peut-être une dernière question. Avez-vous une idée de la qualité des données fournies par les fournisseurs? Vous voulez la vérité ou vous voulez, je vais pas me faire des amis. Bon, on est un peu désespérés. Pas de polémique. Mais on a un webinaire, on a une webinaire sur les données ESG, notamment qu'on a fait l'année dernière. Je vous invite à aller sur ce webinaire aussi. Vous aurez vraiment la vision globale de ça, mais la situation n'est pas, on est un peu désespéré. Voilà, pour dire la vérité. Voilà. Mais bon, on ne perd pas la foi. En tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.